Yannick Bardy, donc avec plusieurs aspects, c'est-à-dire une longue expérience de la recherche clinique et du développement clinique, une trentaine d'années, une expertise très polyvalente, puisque vous êtes à la fois docteur en sciences, sciences de l'information, vous êtes président de l'ANAT, l'Association nationale des attachés de recherche clinique et des techniciens d'essais cliniques, et puis vous avez une orientation entreprise, fondation à travers Intelligence in Life. Donc c'est tout cet aspect qui effectivement vous donne un certain regard, un certain recul, et qui me donne le plaisir de converser avec vous. Ça peut être utile dans telle ou telle indication, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment le soin et la recherche suit effectivement le soin, puisqu'elle revient effectivement vers les praticiens pour tester ces innovations et être sûr qu'elles sont efficaces et pleines de sécurité pour les patients. Oui, les Mésopotamiens pratiquaient déjà effectivement des gestes chirurgicaux, des trépanations réussies. On en a la preuve aujourd'hui. Au tournant de la Renaissance et l'émergence d'une médecine scientifique, Ambroise Paré lui-même va tenter des opérations chirurgicales, des essais chirurgicaux pour sauver Henri II, qui a été très gravement blessé lors d'un duel aux tournelles. Et il va, pour cela, pratiquer son geste sur des suppliciés. Il y a effectivement une évolution consubstantielle entre la médecine et les essais médicaux. Il y a aussi une histoire macabre des essais cliniques jusqu'au procès de Nuremberg et au traité, le traité éponyme, évidemment, qui est le fondement de la réglementation des essais thérapeutiques. Donc effectivement, il y a une évolution parallèle. On peut se demander si cette évolution va rester parallèle ou si l'investigation clinique va devenir une discipline indépendante. Puisque finalement, sur un plan épistémologique, sur l'histoire des sciences, le fait qu'on ait besoin de faire des essais montre que la science est molle. En mathématiques, point d'essai, n'est-ce pas? En théorie physique non plus. Si on fait des essais, c'est qu'il n'y a pas encore une certaine science médicale au sens où on entend une science dure. Le jour où la médecine sera une science plus dure, on aura beaucoup moins besoin de faire des essais sur du matériel humain, puisque finalement, l'essai clinique, c'est une manière de réifier un patient pour le transformer en un objet de science. Donc c'est une opération extrêmement délicate, qui existe, qui est consubstantielle aux soins, mais qui, avec l'émergence des lacs de données et de la fouille de données, probablement va donner un changement paradigmatique dans l'évolution scientifique de la recherche médicale à l'horizon 2030. Parce que vous parlez, qu'est-ce que la recherche? On pourrait dire qu'est-ce que l'innovation, qu'est-ce que le progrès? Donc la recherche, c'est comprendre le monde tel qu'il est, et en particulier comprendre la maladie ou la santé. Pas facile d'ailleurs de définir la santé, plus facile souvent de définir la maladie, mais on pourrait y revenir. Ensuite, l'innovation, effectivement, c'est une évolution incrémentale, parfois par hasard, comme Vincent l'a dit dans le cas de Fleming, qui découvre par hasard, ou presque, cette sérendipité la sérendipité. Cette faculté de trouver une chose intéressante alors qu'on en cherchait une autre. Et le progrès, c'est une décision politique, c'est une décision collective. C'est là peut-être aussi qu'il faut voir où sont fléchées les priorités d'une communauté, d'un État ou d'un continent. Et ça a été dit plus tôt, le progrès médical, c'est un investissement. Et Covid, évidemment, l'a très bien montré. L'innovation en recherche clinique aujourd'hui, c'est une industrie aussi, qui représente 40 milliards de dollars par an. Et qui est relativement peu connu du grand public, même si effectivement, là encore, Covid a mis le projecteur sur un certain nombre d'aspects de la recherche biomédicale. Donc c'est un secteur industriel important, qui est généralement sous-traité par l'industrie pharmaceutique, mais pas que. Il y a aussi beaucoup de projets hospitaliers de recherche clinique qui mobilisent des budgets, en particulier de l'Agence nationale de la recherche, l'ANR en acronyme, et donc tout ça représente beaucoup d'argent, 4 milliards d'euros en France et 10 fois plus en Europe, donc c'est beaucoup d'argent, c'est un secteur industriel, c'est un secteur hyper organisé, évidemment, donc c'est aussi une industrie, voilà, c'est ce que je veux dire, c'est à la fois l'innovation, c'est à la fois un processus, et c'est à la fois aussi une industrie organisée qui doit produire un certain nombre d'autorisations réglementaires, qui doit produire également des données pour les assurances maladie et les décisions qui naissent dans les laboratoires pharmaceutiques. Or, l'innovation pharmaceutique est protégée par des brevets. Donc, dans nos métiers, nous sommes astreints à plusieurs secrets. Le secret médical, bien sûr, puisque nous consultons des dossiers médicaux, le secret industriel, et puis par rapport à une histoire relativement macabre et par rapport à ce marronnier du cobaye humain qui revient régulièrement dans la presse, c'est pas un métier dont on parle facilement dans les dîners en ville. Mais un élément aussi important, c'est le caractère récent d'émergence. Vous avez évoqué le code de Nuremberg, les événements qui se sont passés, qui sont relativement récents. Il y a eu effectivement... Qui fut président de l'Institut Curie, qui m'a fait l'honneur de la préface de mon ouvrage de 2013,
pour sa loi du 20 décembre 1988, loi de protection des personnes se prêtant à la recherche biomédicale. Avant cela, en Europe, il n'y avait aucune réglementation sur la pratique des essais. Moi-même, je n'aurais pas pu choisir mon métier, car quand j'étais lycéen, il n'existait pas encore. Ça vous permet de comprendre à peu près mon âge. Mais en tout cas, un métier jeune et qui arrive à l'âge de raison, à l'âge de maturité. C'est-à-dire qu'il peut aussi s'indépendantiser de l'industrie pharmaceutique, car l'évaluation clinique aujourd'hui touche, et Vincent l'a dit, beaucoup d'autres secteurs que simplement le médicament. Il concerne le dispositif médical, il concerne l'agroalimentaire, la cosmétique, les toxiques d'environnement. On peut faire des études de toxicité subaiguë dans ce studio pour savoir si les matériaux qui nous entourent, à long terme, pourraient produire des effets nocifs. Donc effectivement, un métier jeune, avec un certain nombre de formations très qualifiantes, d'autres un peu moins. Donc il y a des formations structurantes de chef de projet clinique, etc. Il y a des formations qualifiantes, des DU, etc. Mais effectivement, c'est un métier qui est méconnu pour les raisons qu'on a déjà dites, c'est-à-dire un métier qui a été invisibilisé volontairement. Et donc notre enjeu aujourd'hui, c'est de faire connaître ce métier, de créer des vocations. Dans l'association professionnelle que je préside, on a 80% de personnel féminin. Donc dans les 60 000, il faut compter 80% de personnel féminin. Ça veut dire que probablement on doit aller chercher aussi des talents chez les garçons. Et donc on doit aller le faire au niveau des lycées, comme la gendarmerie ou l'armée le font. On peut aller très bien présenter ces métiers dans les lycées pour donner envie aux jeunes de s'orienter vers ces métiers, en leur expliquant que Covid a été vaincu grâce à des gens comme nous. C'était une guerre, a dit le président. Nous l'avons vaincu avec des soldats comme nous. Sur un protocole jusqu'à un gel de base de données qui permettra à un statisticien de travailler. Donc tout ce temps et toutes ces phases sont dévolues à la recherche clinique. Donc pour obtenir un régime d'autorisation, puisque l'essai clinique est une expérience délicate qui lève partiellement la protection du sujet humain de l'article 16 du Code civil. Donc on a des régimes d'autorisation qui sont spécifiques, comité d'éthique, CPP, comité de protection des personnes. J'appartiens à celui de Montpellier. Et donc là, c'est déjà un premier travail. Donc affaires réglementaires, rédacteurs médicaux. Ensuite, on va sur le terrain. On met en place ces protocoles dans des hôpitaux, avec des vrais médecins et des vrais patients. Et c'est là que se déroule l'expérimentation. Et donc effectivement, ça dure un certain temps. Il n'y a pas un protocole identique. Et donc ça peut durer des mois, des années, et parfois une décennie. Et ensuite, il faut que ces données soient propres à l'analyse. Donc il faut effectivement s'assurer qu'elles sont vraies, qu'elles sont vérifiables. On est dans la science. Et ensuite, on va les livrer aux statisticiens. Donc on voit que ce sont des métiers qui techniquement évoluent avec l'informatisation, la digitalisation et l'intelligence artificielle. Et on voit apparaître sur un plan épistémique donc des essais adaptatifs, c'est-à-dire que l'hypothèse posée au départ peut être remise en question en temps réel par une analyse continue des données. Et ça, c'est un point, je crois, très important. Ce qu'on n'avait pas en plus avant. Donc du coup, on révolutionne la pratique. Quand j'ai commencé mon métier, on devait attendre la fin d'un protocole pour en connaître les résultats. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Ça veut dire que, sur un plan purement éthique, vous ne pouvez pas continuer à attribuer un traitement dans les mêmes proportions avec son comparateur à des patients, sachant que l'un est meilleur que l'autre. Soit vous arrêtez, soit vous faites ce qu'on appelle play the winner. Vous êtes obligé de déséquilibrer la randomisation, c'est-à-dire le tirage au sort, pour que le plus grand nombre de patients bénéficient finalement de ce médicament dont on pense qu'il est mieux que l'autre. Et le protocole n'est pas terminé. Donc ça peut remettre en question l'aéronautique, par exemple, les GAFAM, l'informatique. Dassault Systèmes vient de racheter pour près de 4 milliards de dollars une entreprise qui s'appelle Medidata en disant « nous allons faire des essais virtuels, in silico ». Ça veut dire que des industriels mieux capables que nous de gérer des données font une croissance horizontale pour venir sur nos secteurs. Simplement, quand on vient de l'armement, on n'a peut-être pas la même éthique que quelqu'un qui vient du médical. Donc ça pose aussi un enjeu industriel. Cette modification structurelle de l'analyse des données pose aussi des questions sur l'organisation de l'écosystème industriel de la recherche clinique. Et la nécessité, parce que vous parlez de choc d'attractivité avant, il y a une question qui nous vient d'ailleurs d'un de nos téléspectateurs en direct, qui nous dit qu'un des freins aussi au recrutement, c'est de penser qu'en fait la recherche clinique, c'est uniquement réservé aux médecins. Aérospatiale, pourtant, vous voyez, c'est quelqu'un qui travaille sur des accidents d'hélicoptère en pharmacovigilance. Parce que les matrices d'analyse du risque et de sûreté peuvent être transposées à nos métiers. J'ai travaillé aussi avec un chercheur d'Airbus et on avait à peu près le même langage quand on parle de sûreté et d'analyse des signaux faibles de criticité, quand on veut parler des événements indésirables en particulier. Vous voyez, donc il y a aussi sur un plan de la recherche des passerelles à trouver et nous pourrons bénéficier d'une avancée technique qu'ils ont depuis près de 40 ans et que nous n'avons pas encore sur ces questions-là.
Donc si je vais résumer pour conclure, la recherche, c'est une multitude de métiers qui sont extrêmement complémentaires, extrêmement divers, qui sont en cours de développement et qui en plus sont tous tournés au service des patients et qui, avec les nouvelles technologies, vont connaître une transformation telle qu'ils n'en ont jamais connue dans leur histoire. C'est un changement épistémologique. D'ailleurs, le Conseil de l'Europe s'y intéresse parce que Neuralink en particulier pose un certain nombre de problèmes. Ça a été évoqué plus tôt et le Conseil de l'Europe s'intéresse à cela. Mais s'intéresse aussi au changement, de la manière de trouver les réponses dans cette recherche clinique. C'est-à-dire avec peut-être l'obsolescence de l'hypothèse. C'est-à-dire on passerait d'un régime, je m'excuse pour les termes peut-être un peu techniques, je vais expliquer, mais passer d'un moment de la causation, c'est-à-dire on a un certain nombre de données qui évoluent, on veut prouver que c'est bien le médicament. C'est l'hypothèse qui a cet effet-là, vers la fouille de données, où on travaille plutôt sur des corrélations, donc des données, des matrices de données très importantes, qui montrent un certain nombre d'évidences qu'on ne peut pas voir à l'hypothèse. Donc, pour simplifier, aujourd'hui, on veut trouver des réponses à des questions qu'on se pose, et avec ce nouveau paradigme, on trouvera des réponses à des questions qu'on ne pouvait pas se poser. Et ça pose un vrai problème, y compris réglementaire. Alors, en effet, c'est peut-être aussi la meilleure utilisation des ressources existantes, parce qu'on va retrouver le problème qui a été dit précédemment, la durée de formation des professionnels de recherche biomédicale. On ne sait pas faire un attaché de recherche en moins de 5 ans ou 7 ans. C'est compliqué. Donc là, il y a un premier écueil, mais on a la possibilité peut-être, grâce aussi à la digitalisation, de rendre plus efficient le travail de ces personnels, donc en mieux utilisant des ressources existantes. Après, je peux témoigner sur la géographie, mais je vous rends la parole, Vincent. Non, une petite minute. Oui, une petite minute. Mais juste pour revenir sur certains éléments quand même de cette étude, ce qu'on appelle le multitasking. Le microtasking, ce qu'on retrouve chez Amazon Mechanical Turk, alors on ne va pas développer, mais c'est une manière de proposer. Alors c'est la délégation de tâches et non pas de responsabilité ou de compétences. Il y a probablement des activités de recherche clinique qui peuvent être réalisées de façon ponctuelle par des personnes qualifiées sur cette tâche, mais pas qualifiées en recherche clinique. Donc on peut étendre le domaine de la force, si je puis dire, à des personnels qui sauraient faire un certain nombre de manipulations informatiques ou de correction, par exemple, correction de données, sans forcément être qualifiés en recherche clinique. La recherche clinique, la recherche médicale, encore une fois, un pan à développer pour l'avenir de la santé. Et tout de suite...